Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal. En titre, présentation ce jeudi du bilan des 100 jours du gouvernement Gariconi. Rétablissement de la sécurité, mesures sociales et avancées diplomatiques ont été mises en avant. Affaire de corruption à la BNC, l'ULCC a rejeté la demande de déposition par visioconférence de Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, en raison de la législation actuelle. Également au titre de ce jeudi, des organisations de défense des droits humains ont dénoncé le rejet par le conseil présidentiel de transition de la nomination de maître Gédéon Jean au CEP. Lors d'une conférence de presse, elles ont accusé les conseillers présidents d'avoir cédé à des pressions extérieures. Présentation des 100 jours du gouvernement Gariconi. Lors de cette présentation, le Premier ministre Gariconi ainsi que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, ont souligné les efforts déployés pour établir la sécurité dans le pays, notamment par l'engagement accru des forces de l'ordre. L'établissement de l'état d'urgence sécuritaire a marqué un tournant dans la lutte contre la violence des gangs. Sur le plan social, des mesures ont été mises en place pour la rentrée scolaire, alors que de nombreuses écoles restent occupées par des déplacés fuyant les violences. En diplomatie, des avancées ont été réalisées avec un renforcement de la coopération internationale, particulièrement avec l'Espagne. Le chef du gouvernement a également abordé les démarches en cours pour l'organisation de la conférence nationale et la préparation des prochaines élections. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, comme la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici. L'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble.
Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Autre point de l'actualité, le Conseil présidentiel de transition a reçu jeudi les lettres de créance de 4 ambassadeurs nouvellement accrédités en Haïti. André-François Giroux pour le Canada, Denis Bruce Honkings pour les États-Unis, Antoine Michon pour la France et Chen Xiaohong pour Taïwan. Lors de la cérémonie qui s'est tenue à la villa d'accueil en présence des membres du CPT, des discussions ont eu lieu sur le renforcement des relations entre Haïti et ces pays. Le président du Conseil, Edgar Leblanc-Fils, et l'ambassadeur Honkings ont salué l'intégration de ces nouveaux diplomates. L'événement, marqué par la présence de la fanfare pour le traditionnel accueil, s'est déroulé dans le calme et sans discours durant moins d'1 heure. Affaire BNC, l'unité de lutte contre la corruption a rejeté une demande visant à permettre la déposition par visioconférence de l'ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pascal Pierre-Louis, dans le cadre de sa confrontation avec plusieurs personnalités, dont Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles. Dans une correspondance adressée à l'avocat de l'intéressé, Maître Sonnet Saint-Louis, l'ULCC a souligné que la législation actuelle ne permet pas l'utilisation de la visioconférence pour ce type de procédure et qu'une telle démarche pourrait entraîner la nullité des actes juridiques. Les procès-verbaux d'audition doivent impérativement être signés par le déposant ainsi que par son avocat ou un témoin de son choix, comme le prescrit l'article 25-1 de la Constitution haïtienne. L'ULCC se réserve le droit de tirer les conclusions juridiques appropriées, conclut la correspondance. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a rappelé, dans un avis publié le 17 septembre, que tout engagement financier ou commercial pris en dehors des cadres légaux en vigueur ne sera pas pris en compte. Cette mise au point concerne les contrats, accords et conventions de l'État ayant des implications financières. L'institution souligne qu'elle ne se prononce pas sur les contrats déjà exécutés ou en cours d'exécution. Par ailleurs, la Cour a annoncé qu'à partir du 25 septembre, elle ne recevra plus de projets de marché de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles devant entrer en vigueur durant l'exercice en cours. Cette mesure vise à garantir le respect des délais légaux. Dossier CEP, plusieurs organisations de défense des droits humains ont dénoncé la décision du Conseil présidentiel de rejeter la nomination de Maître Gédéon Jean au Conseil électoral provisoire. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 18 septembre, des représentants de l'Ordre des défenseurs des droits humains et de Sainte-Carl-Lévesque ont critiqué l'attitude des conseillers présidents qu'il accuse d'avoir cédé à la pression d'autres organisations du secteur. Question que nous avons posée. Est-ce que vous avez organisé élection pour l'autre secteur? Non, pas de élection. Et bien de ce fait, nous-mêmes, ensemble d'organisations qui dans le secteur, nous réitérons choix nous avec Maître Gédéon Jean parce que nous disons que façon que l'élection était faite là, c'était une élection inclusive, c'était une élection transparente
qui était déroulé en présence deux organisations, deux institutions étatiques qui étaient joué le rôle observateur, qui c'était OPC et CSPJ. Et l'élection a été déroulée en présence de la presse. Donc nous croyons que aujourd'hui, il est important pour que CPTA retourne sous décision pour que nous soyons capables permettre que le choix représentant du secteur des droits humains faire les respecter. Bon, sous refait élection, tu as 80, en total, tu as 86 voix qui sont disponibles. Tu as 86 organisations qui ont voté. Sous ta refait élection encore, il y a 86 qui ont voté, c'est ça qui était éligible. Et puis RNDDH qui n'a même pas voté parce que le parti politique PSPS n'a pas voté, il n'a pas venu. Mais l'autre qui a participé, avec quelques autres organisations qui n'ont pas voté. Sous ta refait élection encore, toute organisation qui t'a éligible, toutes 135 c'est le même bagage là. Pas aucun monde qui reprochait mettre Gédéon dans le secteur. Mettre Gédéon dans le secteur. Donc c'est nous qui choisissons, c'est le secteur qui choisit. Si une élection faite, il y a 86 organisations qui décident de voter avec âme et conscience. Dans 86 là, il y a 81 qui votent. Donc qui ça est capable de dire de ça? Donc normalement pas aucune contestation, pas gagner. Autre dossier, le SPNH 17 continue d'exiger une révision à la hausse du budget de la PNH. Carrie Jean-Baptiste, porte-parole de l'organisation, a appelé à une augmentation des salaires des policiers d'ici octobre prochain. Il a également demandé un soutien pour les familles des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier à l'approche de la rentrée scolaire. Bien que les agents de la PNH soient prêts à faire face à l'insécurité, il a souligné que le haut commandement doit intensifier ses efforts pour mieux les encadrer, les encourager et leur fournir des équipements adéquats lors des opérations. Nous songeons depuis 4 ans, SPNH c'est lui qui vient sous table avec question petits policiers qui mourent, sont catégorie qui oublié ça fait un peu de temps. Les policiers qui mourent qui étaient petites. En général, ces derniers chèques là, ils ont les policiers. Après ça, ils n'ont pas besoin de connaître qui ça, petite les familles devenir. Nous jouons en pile cas depuis 2021 pendant nous entrée, nous avons fait un modèle d'activité ça. Côté chaque année, nous baillons pour porter support nous. Mais l'activité ça nous toujours nous dit son prétexte pour nous faire songer. Petits policiers qui mourent ils doivent à l'école, petits policiers qui mourent ils doivent jouer un mot sur l'éducation pour devenir citoyen demain. Ça veut dire l'État année la parle en pile d'éducation. L'État pendant tout moment ça là nous entendons grand pile cob qui débloqué pour entrer l'école. Mais parmi catégories ça nous pas jamais entendre côté mentionner petits policiers qui mourent. Non seulement petits policiers qui mourent doivent à l'école, mais petits policiers qui malades nous avons quantité. Bien ça yo malade et c'est l'argent famille yo joindre pour yo capable de venir soin parce que yo pas capable l'État pas ba yo soins de santé. Policiers handicapés yo petit yo doit à l'école tout. Policiers qui travaillent qui risqué chaque jour yo doit petit yo doit à l'école pendant yo même yo va prendre la rue pour assurer que l'école entre pendant y a goumé dans opération tout côté petit yo doit à l'école et ça fait n'a dit l'État assumer responsabilité pour catégorie ça yo petit yo à l'école même gens avec tout petit monde qui doit aller à l'école. Policiers yo besoin yo dit yo gen volonté pour yo ba résultat mais yo besoin plus bon conditions de travail. Yo besoin pour yo prendre caillou. Policiers yo pas capable de travailler pendant yo pas capable manger à faim yo pendant famille yo a souffrir. Policiers yo pas continuer toucher $200 américains environ. Faut qu'il y ait une augmentation salaire, faut qu'il y ait prise en charge qui fait pour que policiers yo senti yo prend yo en compte. Faut qu'il y ait assurance santé, faut qu'il y ait capable manger à faim yo parce que y a pris un gros risque pour nation. La primature rappelle dans une note que la journée du 20 septembre, jour de Dessalines, sera fériée sur l'ensemble du territoire d'Haïti. En conséquence, l'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie chôment le 20 septembre 2024, conformément à l'arrêté du 17 septembre 2020. Nous sommes au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Présentation ce jeudi du bilan des 100 jours du gouvernement Gariconi. Rétablissement de la sécurité, mesures sociales et avancées diplomatiques ont été mises en avant.
Affaire de corruption à la BNC, l'ULCC rejette la demande de déposition par visioconférence de Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, en raison de la législation actuelle. Et puis des organisations de défense des droits humains ont dénoncé le rejet par le conseil présidentiel de transition de la nomination de maître Gédéon Jean au CEP. Lors d'une conférence de presse, elles ont accusé les conseillers présidents d'avoir cédé à des pressions extérieures. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. On se retrouve lundi prochain. Entre-temps, profitez bien de la vie. Bonsoir.